Bonjour et bienvenue dans cette émission bonus du Camp de base. Si vous êtes abonné aux différents médias qui traitent de montagne, il y a peu de chances que vous soyez passé à côté de l'actualité, même si elle réfère à un sport très peu médiatisé. Il s'agit effectivement de spéléo et de la jonction dans le Vercors de deux réseaux mythiques qui désormais communiquent, le berger et la fromagère. Pour en parler aujourd'hui, je reçois à distance Mathis Roussel et Valentin Chevalier. Tous deux ont fait partie de l'équipe qui a rendu cette jonction possible. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci infiniment de me donner du temps dans cet épisode un peu spécial du camp de base. Alors, comme d'habitude, je vous le demande, il est où à vous, votre camp de base? Notre camp de base à tous les deux, il est à Grenoble. Donc, c'est là qu'on habite. C'est là qu'on a grandi. On se connaissait pas jeune, on a grandi chacun de notre côté. Donc, je vais parler plutôt pour moi. Moi, j'ai grandi donc à Grenoble et Bain, donc dans un écrin de montagne en basse altitude, mais avec toujours la vue sur deux sublimes massifs calcaires et un très beau massif granitique. Et forcément, ça inspire pour faire plein de choses en montagne, surtout quand on grandit et on se sent vraiment attiré par ces cimes. Voilà. Et toi, Valentin? De la même manière que Mathis, j'ai grandi à Grenoble avec le regard tourné vers les montagnes, mais ce n'est que récemment que j'ai commencé à pratiquer la montagne et particulièrement la spéléologie, environ 4 ou 5 ans. Et c'est ce qui nous a amené à aller découvrir le dessus et le dessous des montagnes environnantes. Alors ce soir, vous allez me parler de cette exploration de laquelle vous avez fait partie aux côtés de Cédric Lachat et David Parot. Je crois qu'il y avait aussi Alex Lopez pour les images. Est-ce que vous pourriez me faire d'abord un historique autour du berger et de la fromagère? Depuis quand on connaît ces réseaux? Concernant les dates, il faudrait regarder dans les livres pour avoir l'année exacte. Je crois que le berger, la découverte, c'est 1953 ou 4, il faudrait vérifier. Et c'est un trou, pour le coup, qui est emblématique parce que c'est le premier trou dans l'exploration de la spéléologie qui a dépassé la côte des moins 1000 mètres par rapport à l'entrée. Et la fromagère, c'est un trou qui s'ouvre à quelques kilomètres de l'entrée du berger, qui a été découvert une dizaine d'années plus tard et qui est un quasi moins 1000 mètres aussi, donc deux trous emblématiques, profonds et sportifs. On les trouve donc dans le Vercors. Alors, il y a, je crois, 20 ans, justement, où on se dit que peut-être ces réseaux communiquent, mais on reprend juste dans les années 70 en se disant, bon, on va essayer de trouver la jonction, c'est ça? Dans les années 70, c'est la fromagère qui a été beaucoup explorée. Et dans les années 90, la première jonction entre la fromagère et le berger a été faite par plongée, donc par Fredo Poggia, euh, qui, euh, qui plonge les amont d'un siphon à l'intérieur du berger et qui jonctionne avec la fromagère. Donc c'était attendu, hein, c'est ce qu'il cherchait et c'est ce qu'il voulait rejoindre certainement. Mais cette première plongée fait la première jonction, mais par voie aquatique et donc du coup pas accessible par le commun des mortels. Ce que je comprends aussi là-dedans, c'est la question de l'énergie qui est déployée. Hein. Vous me l'expliquiez avant cette émission. Faire une jonction aérienne, c'est rapidement abandonné parce que on déploie beaucoup d'énergie en spéléo. Est-ce que vous pouvez m'en parler de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que ce sont des trous profonds, les explorations se font à grande profondeur. Donc, avant de pouvoir s'employer à essayer de trouver la suite, de trouver le passage, il faut déjà se rendre à ces endroits-là. Donc, ça nécessite pas mal d'énergie, beaucoup de transport de matériel, beaucoup de temps, parce que c'est aux alentours de moins 900 qu'on cherche cette jonction. Tout ça fait que les explorations sont lentes, sont longues, sont fatigantes. Et donc ça prend d'office, ça peut pas se faire en quelques semaines, quoi. C'est pour ça que ça a été un travail acharné. D'abord par d'autres spéléologues, David Parot, Cédric Lachat, comme tu l'as mentionné,
Et puis plus récemment par une équipe un peu plus grande, mais c'est un travail qui a été commencé il y a plus de 15 ans si je dis pas de bêtises. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on est dans la fromagère, dans un réseau qui est aquatique. Donc on a une rivière qui coule. Qui dit rivière dit encore plus de contact avec le froid. On est sur des réseaux qui sont à peu près à 6 degrés toute l'année, hein, été, hiver, donc ça change pas. Mais on a cette contrainte et en plus de ça, l'exploration en spéléologie, ça veut dire emmener de quoi équiper, beaucoup de cordes et ça veut dire que ça prend beaucoup de temps. Et le temps passé sous terre avec le froid, c'est de l'énergie dépensée. Rien que de D'accord. rester statique, ça fait dépenser de l'énergie. Alors justement, en 2009-2010, on trouve une nouvelle entrée et donc il est beaucoup plus simple d'aller vers le fond. C'est ce qui est expliqué notamment dans le film d'Alex Lopez, On a marché sur la Terre, je crois. Qu'est-ce qui se passe au début de la réexploration dans les années 2009-2010 de ces deux réseaux? Donc effectivement, dans le film, on a marché sous la terre, donc qui montre les explorations principalement de Cédric et David à ce moment-là. En amont, il y a eu justement un gros travail de découverte d'une nouvelle entrée par les FJS, donc un club cécinois. Et je te laisse continuer sur ça, Valentin. C'était un nouvel accès qui a été découvert, si je ne dis pas de bêtises, donc dans les années 2015, je crois, et qui permet une descente beaucoup plus rapide pour rejoindre la rivière de la Fromagère, qui en temps normal s'atteignait via un parcours complexe, dangereux, par des boyaux très étroits qui prenaient beaucoup de temps à être franchi. Donc l'accès étant beaucoup plus simple, ça a relancé l'engouement pour les recherches de cette jonction et de nouvelles galeries au fond. Et donc ça permet d'atteindre le fond en moins de temps, moins d'énergie et de manière plus pérenne parce que l'entrée historique de la Fromagère euh, a vu a eu pas mal de décès malheureusement dus à des montées d'eau assez rapides, chose qui est un peu moins dangereuse même si le risque est toujours présent avec cette nouvelle entrée. À partir de quand vous rejoignez justement ce projet de jonction? Il y a tout juste un an, en fait. Euh, En fait, la motivation, elle vient on nous parle justement de ce D35 à la base, donc qui est le nom de cette nouvelle entrée. Et, euh, et on se dit, on va y aller, on va aller voir un petit peu. Et puis, on a bossé un peu dans le D35. Puis après, on est arrivé dans la rivière, on s'est dit, on va descendre la rivière. Donc, on a descendu la rivière. Et puis, au bout d'un moment, on est arrivé au fond. Donc, on a vu le fond. Et après, on s'est dit, en fait, on va demander aux explorateurs si nous aussi, on peut pas venir faire un peu d'explo avec eux et voir où ils en sont. Et voilà, ils mettent de l'énergie. Et, euh, et donc, tout était bon pour on vienne faire ça. Et donc, en fait, on s'est greffé assez naturellement au projet par petites étapes. À partir de quel moment vous comprenez que la jonction aérienne, elle est possible? Assez tardivement de manière réelle, on avait le doute, on était convaincu qu'elle existait, mais de là à ce qu'on la trouve dans un laps de temps à peu près abordable, c'était pas gagné. Donc on avait exploré à droite, à gauche, ce qui a été l'élément déclencheur qui nous a motivés à continuer cette exploration et donc à creuser à l'endroit où on a creusé. C'est une sortie qui a été faite cet été par David Parot dans les extrêmes amont du Berger. Donc c'est une zone d'exploration très très lointaine, très dure d'accès depuis l'autre entrée, donc l'entrée du Berger, où il est allé prospecter dans une zone qui n'avait pas encore été vue et où il est tombé sur une salle présentait beaucoup de similitudes avec une salle qu'on connaissait dans la Fromagère. Et en comparant plusieurs vidéos, on a vu beaucoup
beaucoup de similitudes, ce qui nous a poussé à entreprendre plus ample recherche de ce côté-là. Et puis en amont de la descente de David du côté du berger, euh, il y a eu aussi, on avait commencé à abaisser le niveau d'eau donc de cette zone de la jonction, donc qui était une bassine avant. Et il y a, en abaissant assez, un courant d'air qui s'est amorcé. Un petit courant d'air, euh, mais assez grand pour prendre de l'espoir parce que en spéléo, le courant d'air, c'est la motivation. Le courant d'air, c'est ce qui te dit que derrière, il y a quelque chose. S'il y a un courant d'air, ça veut dire qu'il y a un volume. Et sinon, il n'y a pas d'air. Et donc, cet amorçage de courant d'air a aussi vachement étayé notre idée que, ouais, en fait, bah, ça pouvait passer par là. Et donc là, ça a remis un énorme coup de boost de motive euh, bah, dans l'équipe et puis et dans la volonté de, ok, on va continuer à s'acharner sur cette partie-là. Il y a quelque chose qui m'a frappé, moi, quand on a préparé cette émission, parce que je connais vraiment rien en spéléologie, c'est les contraintes des explorations sous terre, où on laisse les cordes en place, les rivières sont souvent en crue, ce qui déchiquette les cordes, il fait extrêmement froid, les réseaux sont extrêmement longs. Donc effectivement, vous vous tenez à l'espoir du courant d'air. Est-ce que vous pouvez me dire peut-être ce qu'apporte cette découverte de la jonction qu'on dit vraiment une jonction mondiale et un véritable voilà coup de tonnerre dans le milieu de la spéléo pour quelqu'un qui n'est pas spéléologue? Et ben il y a plusieurs manières de voir cette découverte. Il y a déjà le caractère de la découverte en elle-même, c'est-à-dire on cherche depuis longtemps, on a découvert cette jonction, ce qui permet de relier deux gouffres historiques. Donc la joie, elle est assez intense de ce point de vue-là. Deuxièmement, il y a aussi le fait de pouvoir accéder aux parties très lointaines du berger par une voie plus simple, qui est pas non plus gratuite, mais qui est beaucoup plus proche, beaucoup plus rapide et moins énergivore. Donc ces zones dans le fin fond du berger étaient explorées très rarement, avec énormément d'énergie et de gens déployés. Et le fait de pouvoir y accéder en, on va dire, 4-5 heures à bonne allure, contre plus d'une dizaine de l'autre côté, va permettre de relancer les explorations de ce côté-là. Ça restera tout de même très exigeant, hein. C'est pas, ça veut pas dire que d'un coup il y a un ascenseur, mais effectivement ça va aller plus vite. Et puis de manière un peu plus pragmatique et sportive, les spéléologues sportifs qui aiment faire de la spéléo et du sport, on leur a ouvert une traversée d'une ampleur rare quand même. Parce qu'on va descendre à plus de 1000 mètres d'un côté, remonter à moins 600, redescendre à pratiquement moins 1100 de l'autre côté, pour remonter de nouveau sur le plancher des vaches. Donc c'est une traversée qui fait plus de 1600 mètres de dénivelé positif. Tout ça dans des conditions aquatiques, froides, sombres et assez délicates. Donc pour les amoureux de cette pratique plus sportive, c'est le Graal. Hmm. Je mets juste un petit bémol avant. Pour l'instant, elle n'est pas sportivement accessible, dans le sens où il n'y a pas de corde en place pour pouvoir le faire. Il y a encore des brins d'exploration à faire pour fixer des cordes, mettre des points, etc. Donc, si des spélos sportifs écoutent, pour l'instant, c'est pas possible. Voilà. Très bien. On le redira dans la description du podcast tout de même. Vaut Et ce mieux. qui m'amène justement à la question qui est la question de l'après finalement. C'est quoi les prochaines étapes et comment est-ce qu'on cartographie, comment est-ce qu'on topote un tel réseau une fois que la jonction est faite? Alors, pour la topo, en fait, ça se fait au fil de l'eau. Quand on fait une exploration, normalement, le rôle des explorateurs, c'est de faire la topo en parallèle. Donc, on avance et en fait, la topo, on utilise donc pour les moins spéléo, on utilise un disto, donc un laser, et en fait, on fait des visées point par point.
Et dans ce disto, il y a un inclinomètre et une boussole. Donc ça nous permet d'avoir le X, Y, Z. Et en fait, avec ça, on va faire des points. Et à chaque fois, on va pouvoir repérer notre point par rapport au précédent. Et ensuite, on fait des dessins d'habillage autour. Donc c'est un travail quand même fastidieux. Donc les topoteurs ont énormément de mérite dans ce qu'ils font et ça prend une énergie folle parce que c'est du déplacement lent. On a un peu plus froid. Donc voilà, la topo, c'est un travail de groupe et ça se fait sur des années et des années. Et, euh, et tous les anciens explorateurs ont participé à ça. Donc, on reprend les fichiers des anciens explorateurs et dès qu'on découvre un nouveau coin, eh ben, on le retopote et on publie ça. Donc, il y a beaucoup de publications. La spéléologie, c'est beaucoup de publications, c'est beaucoup de recherches sur les réseaux, etc. Et ça fait partie du sport. Donc, ça, c'est la partie chambre à la maison, lecture. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'après pour cette fameuse jonction berger-fromagère? Et bah de la première, donc de l'exploration, des nouvelles galeries de découverte grâce, comme on l'a dit tout à l'heure, à ce nouvel accès un peu plus facile et de belles sorties spéléo entre amis. Alors moi, ce qui m'a fasciné quand j'ai entendu parler Mathis de me parler de spéléo la première fois, c'est vraiment de comprendre que la spéléo, c'était une recherche de l'aventure sous terre, mettre les pieds où personne ne va jamais. Mais il y a aussi la notion de science de la terre. Comment est-ce que justement globalement la spéléologie, euh, elle permet de mieux comprendre les sciences de la terre et les recherches sur les risques liés notamment au dérèglement climatique? Alors en fait, il y a plusieurs points. Déjà, pour moi, la spéléo, ça amène un émerveillement parce que on va dans, effectivement, comme tu l'as dit, dans des endroits où personne n'est jamais allé, et on va amener de la lumière là où il y en a pas, et on va voir des beautés que personne ne voit jamais. Et en fait, tant qu'on va pas amener la lumière sur ces endroits-là, elles n'existent pas vraiment. Donc en fait, on fait exister des choses qui n'existent pas et on va écouter des cascades que personne n'écoute. Donc ça, c'est la partie assez merveilleuse d'aventure, d'exploration de la spéléologie et c'est un sport où, à côté de la maison, on, euh, on a les mêmes sensations, je pense, que partir à l'aventure dans des forêts équatoriales, que de partir faire des traversées du Groenland ou des choses comme ça. Donc on a cette vie, on vit ce truc d'aventure, mais de manière très profonde. Et après, au niveau donc ça, c'est ce que ça apporte personnellement, en tout cas de mon côté. Et après, effectivement, scientifiquement parlant, c'est une discipline qui est très intriquée avec la science, parce que, déjà, il faut qu'on planche beaucoup sur comprendre les réseaux, parce que pour faire de la découverte de la première, il faut essayer de comprendre comment fonctionne le réseau dans lequel on est. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne aquatiquement, hydrologiquement, comment est-ce qu'il fonctionne au niveau, est-ce que la roche ici, elle est pliée d'une certaine manière qui va emmener l'eau à un certain endroit. Donc là, on peut se dire, ça va plutôt partir dans cette direction-là. Ça permet de comprendre comment les nappes phréatiques dans le calcaire se comportent. Donc ça, c'est énormément de recherche scientifique qui est faite. Et, euh, et si on va pas directement sous terre, on peut pas le comprendre depuis la surface. Et puis, avec de la logique, on peut aussi se diriger dans certaines directions dans les réseaux, voir que, comme il y a des rivières plus profondes à cet endroit-là ou plus grosses, on peut en déduire que les glaciers avant, ils alimentaient un peu plus à cet endroit-là. Donc ça permet vraiment de comprendre la Terre, vraiment de comprendre la géologie. Et en plus de ça, même si on n'est pas géologue en spéléo, on va vite comprendre des choses parce qu'on les a sous les yeux. Et d'un point de vue pédagogique, c'est hyper parlant. On voit des choses qui sont difficilement imaginables. Oui, moi je peux parler des cavités aquatiques, mais quand on se retrouve en bas d'une cascade de pratiquement 40 mètres avec plusieurs cascades dans cette grande salle de 40-50 mètres de plafond, que le débit est un peu en crue, quand on a des volumes d'eau qui sont colossaux, qui s'écrasent à nos pieds,
dans un vacarme assourdissant, ça fait vibrer. Et c'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent dans le vrai monde entre guillemets. Donc c'est assez prenant ce genre de vision. Ouais. Pour répondre sur ta partie dérèglement climatique, il y a quelque chose qu'on voit vachement en spéléologie, c'est que en fait avant on avait deux grosses saisons pour les cavités aquatiques. Les gros étiages d'été, donc l'étiage c'est des niveaux d'eau très bas. Donc les gros étiages d'été, donc dû à des grosses sécheresses, manque de pluie, avant les énormes pluies d'août. Et on avait les étiages d'hiver qui eux étaient liés donc à des froids très très stables. Aujourd'hui, on voit en spéléo, avec le dérèglement climatique, ces étiages d'hiver qui s'amoindrissent, qui sont de plus en plus courts. Et en fait, l'hiver devient une période beaucoup moins propice à la spéléo par rapport à avant, où en fait on a des pluies sur neige qui créent des crues catastrophiques et donc du coup qui nous empêchent d'accéder au milieu souterrain à cette période-là. Et en fait, donc dans notre pratique, on est obligé de se réadapter un petit peu sur les périodes auxquelles on peut descendre. Il faut prendre en compte les vents du sud. Il faut qu'on prenne en compte les pluies sur neige. Et l'hiver est maintenant moins propice à la spéléo, alors qu'avant, enfin à la spéléo dans des réseaux aquatiques, hein, bien sûr, j'entends, parce que dans les réseaux non aquatiques, il n'y a pas ces problématiques. Mais l'hiver est moins propice à ça parce que effectivement, les périodes de gros froid long, eh ben, n'existent plus et il y a des zones pour y accéder. On a besoin d'étiage parce qu'on a besoin que certains siphons se vident naturellement et donc ces périodes sont de plus en plus courtes et elles existent que l'été. Et donc du coup, ça rend certaines zones des réseaux beaucoup moins accessibles. Donc ça nous embête effectivement dans la pratique de la spéléo. Merci beaucoup Mathis et Valentin de vous être rendus disponibles pour préparer cette émission et pour me raconter cette aventure sur Terre. Merci de nous avoir accordé du temps pour parler de ce que l'on aime, de ce que l'on fait et de mettre un peu en lumière ce sport qui n'est pas assez. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices du camp de base, rendez-vous comme d'habitude lundi prochain dès 5h du matin pour la reprise des épisodes réguliers. Et si vous avez aimé cet épisode, évidemment, partagez-le. À bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.